Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Gems, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Conrad Lelubre. Conrad est le fondateur d'Intellifox, donc un outil qui vous aide à créer des listings, donc des pages produits pour Amazon. Aujourd'hui, avec Conrad, on va donc parler de tout ce qui touche aux fiches produits, comment créer des fiches produits qui convertissent, des fiches produits qui donnent envie aux clients d'acheter votre produit. On passe en revue les bonnes pratiques, donc quand on crée un listing, on voit aussi ensemble quelles sont les erreurs que font encore beaucoup trop de vendeurs sur la marketplace et qui leur coûtent des ventes. À la fin de cet épisode, vous aurez une meilleure vision de ce qu'il faut faire pour que vos listings cartonnent. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas posté de nouvel épisode du podcast et la raison est très simple, c'est que avec le confinement d'un côté et Q4, donc le dernier trimestre de l'année de l'autre, je suis très occupé côté client bien sûr sur Gems, mais aussi sur mon propre e-commerce puisque les choses partent très vite. On est sur une année qui est vraiment historique d'un point de vue vente e-commerce. Vous l'avez sûrement remarqué si vous vendez sur Amazon. Et donc, ça appelle forcément énormément de travail, énormément de choses à faire pour tenir la cadence. Donc, j'ai forcément dû faire des compromis et lever un petit peu le pied au niveau des podcasts. Dans tous les cas, si vous êtes déjà vendeur sur Amazon ou si vous faites du e-commerce de manière plus générale, vous avez vous aussi forcément dû voir cette énorme vague arriver. J'espère que vous êtes en train de la surfer comme il se doit et que vous tirerez pleinement parti de cette opportunité énorme qu'on a. Malgré la situation, il y a quand même énormément de choses à faire dans notre domaine d'activité. Donc j'espère que vous tirerez pleinement parti de cette opportunité du moment. Au passage, si vous êtes intéressé par du coaching, de l'accompagnement, du mentoring, vous appelez ça comme vous voulez. Pour l'instant, comme je viens de l'expliquer, je suis un petit peu ras la gueule et je ne pourrais pas vous apporter toute l'attention nécessaire. Cela dit, je suis toujours preneur de candidatures et en temps voulu, dès que les choses se calmeront un petit peu, dès que le gros de la bête sera dompté, je serai en mesure d'aider des vendeurs à tirer parti de cette opportunité. Donc, n'hésitez pas à me contacter, à rentrer en contact, on peut discuter dans tous les cas et en temps voulu, on fera démarrer l'accompagnement à proprement parler. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'infos sur le site web jams.fr, ça s'appelle jamz.fr et sinon bien sûr, rendez-vous en description du podcast. Allez, voilà pour l'intro, on passe maintenant à l'épisode à proprement parler. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Conrad Lelubre. J'ai fini par comprendre vraiment ce que je voulais et ce que je voulais c'était être libre. Et pour moi, il y a deux types de liberté. Il y a la liberté géographique et la liberté financière. Et pour la liberté géographique, avec ma copine, on a rapidement trouvé une solution. C'est qu'en fait, on s'est lancé dans une transformation de vie et on a revendu toutes nos affaires et on a acheté un fourgon qu'on a emménagé nous-mêmes pour pouvoir partir à l'aventure en fourgon. Et là, du coup, ça fait maintenant presque 2 ans qu'on est des digital nomades, qu'on vit dans un fourgon et qu'on voyage en Europe. Voilà, il y a eu le Covid, ça nous a un peu, on va dire, ralenti, mais on est quand même, depuis 2 ans, ultra heureux. Ça permet aussi des échappements rapides en cas de confinement imminent, comme on parlait juste avant le podcast. Ça permet de s'échapper quand même avec sa maison sur son dos, quasiment. Exactement. Ouais, en octobre 2020, j'avais le pressentiment qu'on allait être reconfiné en France et je me suis dit, mais il faut qu'on parte. J'ai pas envie d'être en France. Sachant que le premier confinement, on l'avait passé en Grèce, on était vraiment contents. Là, du coup, on est parti 2 semaines avant le reconfinement. Et là, on est en Espagne et c'est vraiment cool de pouvoir partir avec sa maison. Bien sûr. Ouais, non, c'est clair, il n'y a pas photo. Et alors, du coup, comment, à partir de là, donc réflexion, tu quittes ton boulot, comment est-ce que tu en arrives ensuite sur Amazon ou dans l'univers Amazon, du moins? Alors oui, parce qu'effectivement, une fois que j'ai acquis avec ma copine et mon chat d'ailleurs la liberté géographique, si tu fais ça et que tu n'as pas d'argent, c'est un peu problématique. Donc, moi, la première solution, le truc le plus simple pour moi, c'était de faire du freelance et de travailler pour des clients. J'ai travaillé pour une association, j'ai travaillé pour un entrepreneur qui lançait un service. Mais ça, en fait, c'était juste une autre version du même cauchemar du salariat. Pour moi, c'était la même chose. Et je crois que le problème principal, c'était que je liais mon temps à une seule vente. Et je vendais mon temps une seule fois. Et c'est vraiment un truc que j'ai dû comprendre, c'est l'importance de briser le lien entre mon temps et mes revenus. Et ça a vraiment été mon mindset qui m'a poussé derrière à justement m'intéresser au e-commerce à travers, en premier, le dropshipping. Moi, dans un fourgon, je trouvais le dropshipping comme une solution parfaite.
aucun stock, rien de physique, juste à interconnecter des éléments. En fait, en m'intéressant au dropshipping, je suis tombé sur des vidéos d'Olivier Alain qui parlait de la vente sur Amazon. Et là, j'ai vite compris qu'en fait, c'était quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus pérenne et beaucoup plus rationnel. Et j'ai compris que Amazon, c'était une opportunité qui était gigantesque et qu'il y avait énormément de choses à faire dessus et que je m'éclaterais en fait à suivre ce process, simplement juste à créer une marque, à trouver des produits, à créer une offre qui est intéressante. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Vu que j'étais développeur à la base, c'est quelque chose qui me manquait, le fait de toucher un marché, de me mettre face à un produit physique. C'était de l'inconnu total et ça m'éclatait de me lancer là-dedans. Donc je me suis dit, c'est parti. J'ai pris mon PEL, mes 5 000 euros, je l'ai cassé et j'ai créé mon entreprise pour me lancer sur Amazon et j'ai suivi le process intégralement. D'accord. Oui, c'est effectivement, tu vois, je parle avec pas mal de dropshippers. Et alors, tu vois, autant quand tu es sur Amazon, tu te dis, quand tu vois la vitesse à laquelle ça peut aller, la simplicité, le fait qu'il n'y ait pas de stock à gérer, etc., tu te dis, le dropshipping, c'est génial. Et puis les dropshippers te disent, ouais, mais toi, tu as de la stabilité, tu construis une vraie marque. Tu vois, moi, je crame mes idées en quelques semaines. Enfin, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est sûr que chaque business model est différent. Mais en tout cas, je vois pas mal de gens qui commencent par le dropshipping, qui font un peu leurs armes en e-commerce par le dropshipping, et puis qui se disent au bout d'un moment, c'est bien de basculer sur un mode e-commerce un peu plus classique. Et puis Amazon, du coup, c'est un peu dans cette même lancée, cette même idée, quoi, de stabiliser, de pérenniser quelque chose, quoi. Ouais, exactement. C'est le côté stratégie enfin pas long terme, je dirais moyen terme. C'est effectivement de se lancer avec une marque, des produits, d'avoir quelque chose qui se construit. Et effectivement, le dropshipping, ça peut être plus un one-shot et des idées en continu qu'il faut continuer à lancer. Alors que moi, je voyais plus vraiment créer une marque et la faire grandir. Et c'était ça mon objectif, puisque derrière, les possibilités, elles sont sans fin. Tu commences par Amazon, mais pour moi, il y avait plein d'autres canaux derrière pour distribuer, pour grandir, plein de possibilités qui s'ouvraient à moi. C'était vraiment intéressant. Et cela dit, quand j'ai commencé Amazon, j'ai vite compris que c'était pas un métier, t'es pas vendeur sur Amazon. En fait, c'est une dizaine de métiers. T'as la logistique, le marketing, le graphisme, le copywriting, la comptabilité, le service client, l'administratif, la coordination, les publicités. Enfin, et j'en oublie certainement, mais c'est une complexité qui est complètement, gigantesque. Tu deviens pas vendeur sur Amazon du jour au lendemain. Et il y a énormément de tâches à effectuer. Et c'est là où moi j'ai commencé à utiliser le seller central et à discuter avec d'autres vendeurs. Et j'ai vite compris que juste ce point-là, en fait, le seller central, c'était un environnement qui était technique, qui était difficile et complexe. Et moi-même, je l'ai vécu parce que j'avais des tonnes de variations. Je m'étais lancé dans la nutrition sportive. Et j'avais des poudres de protéines, notamment avec des dizaines de variations en termes de goût. Et j'ai halluciné face au seller central sur le manque d'ergonomie du back-office d'Amazon. Effectivement, on peut se dire que ils font tout pour le client. Chez Amazon, ils sont très orientés clients, et donc tout ce qui se voit publiquement, c'est vraiment tip top. Et puis c'est vrai que, on va dire, dans l'arrière-boutique qui est réservée aux vendeurs, c'est un petit peu plus compliqué parfois. Tu vois, j'en parlais encore avec une personne que je coach qui me demandait, mais c'est quel rapport que je télécharge pour envoyer à mon comptable? Comment est-ce que je sais exactement où sont les ventes? Enfin, comment on réconcilie tout ça? Et c'est vrai que ça, c'est qu'un exemple, mais il n'y a pas forcément. Amazon fait le job, on va dire, pour le seller, mais c'est pas forcément très intuitif, très facile d'appréhender seller central et de vraiment piloter tout depuis Seller Central de manière la plus efficace possible. Et c'est pour ça, bon, on va en parler, c'est aussi le thème de l'épisode, qu'il existe autant d'outils externes qu'on branche pour finalement pallier à tous les manquements que peut avoir Seller Central. Ouais, et c'est exactement, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est fondamental à comprendre quand tu vends sur Amazon. C'est que Amazon favorisera toujours le client. Et ça vaut dans beaucoup, beaucoup de choses, mais aussi dans leurs interfaces. Ils auront jamais trop de clients, mais ils auront parfois trop de vendeurs. Il faut bien comprendre ça. Et voilà, c'est une composante à prendre en compte. Et ils n'ont pas du coup d'intérêt massif à améliorer les outils côté vendeur. Et moi, l'exemple que j'ai donc pour mes variations, un truc très simple, hein,
j'avais donc 10 variations. Il y a 7 images par variation. Et ben, si tu veux faire ça dans le serveur central, soit tu le fais à la main, soit tu remplis un fichier Excel dans lequel tu dois mettre 70 URL d'images pour tes variations. Et ça, je me suis dit, si moi-même, ingénieur en informatique, je trouve ça complexe, mais comment est-ce que tu veux qu'une PME, un entrepreneur, quelqu'un qui n'est pas forcément technique, puisse trouver ça normal et le vivre avec joie et allégresse? Je me suis dit, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a des clients qu'on a accompagnés chez Jams, c'est exactement ça, des milliers de références avec différentes tailles, et donc des fichiers, des flat files, donc des fichiers à gérer. Et oui, c'est vite ultra compliqué, sans compter que c'est là encore l'interface derrière pour uploader, pour savoir ce qui s'est passé, comme les erreurs qu'il y a pu avoir, etc. Enfin, c'est vite assez compliqué. Enfin, donc des marques font appel à des agences pour gérer ça, parce qu'en effet, c'est vite un cauchemar en fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as lancé tes produits. Qu'est-ce que ça a donné? Comment est-ce que tu as quels ont été les résultats, ce que ça a donné une fois que tu as lancé ces produits? Alors, le résultat direct, c'est que face aux problématiques que j'ai vues dans l'expérience du seller central, j'ai ma casquette d'entrepreneur du web, de développeur qui a pris le dessus. Et je me suis dit, en fait, je peux pas juste subir sans rien faire. Je vais automatiser ça avec un outil. Je vais créer quelque chose. Et je me suis même un peu forcé à résoudre toutes mes problématiques que j'aurais pu résoudre avec un fichier Excel ou à la main, de passer par mon outil. Et ça a été la naissance d'IntelliFox, que donc j'ai d'abord créé pour résoudre mes propres problèmes. Mais j'ai très vite compris qu'en fait, c'était des problèmes que rencontraient énormément de vendeurs, des entrepreneurs qui voulaient réussir sur Amazon et à qui il manquait pas mal de compétences techniques et pour lesquelles c'était difficile en fait d'effectuer ces tâches-là, donc de créer des images, de mettre en avant leurs produits, de créer au final des fiches produits qui convertissent. C'était une vraie difficulté. Et donc IntelliFox, c'est un outil que j'ai créé spécialement pour la fiche produit, pour créer des fiches produits, et que j'ai commencé à lancer en mai 2020 et que j'ai progressivement ouvert à plus de vendeurs donc sur Amazon, uniquement en France pour l'instant. Et là, actuellement, j'accompagne plus de 250 vendeurs pour optimiser leurs fiches produits grâce à IntelliFox. Et donc voilà, en fait, mon parcours Amazon produit m'a mené à IntelliFox. Et aujourd'hui, comme je l'explique souvent, je préfère me dédier 100% à IntelliFox, faire grossir cet outil qui permet d'aider des vendeurs plutôt que de moi-même vendre des produits sur Amazon. J'ai encore des produits sur Amazon, mais c'est plus pour tester ou pour voilà, avoir un pied quand même dans le game. Mais moi, je me focalise vraiment à 100% sur IntelliFox. Tous les jours, je m'endors, je pense à IntelliFox, je me réveille, je pense à IntelliFox, je vais faire du vélo, je pense à IntelliFox. C'est passionnant. Ouais, c'est le projet principal aujourd'hui. D'accord. On reparlera un petit peu à la fin de IntelliFox et de tout ce que ça peut faire. Tu as parlé de fiches produits qui convertissent, et c'est vraiment le thème et la discussion d'aujourd'hui, parce que il y a quelque chose qui est évident, c'est qu'en e-commerce sur Amazon, on peut pas toucher le produit. La personne ne peut pas voir le produit comme elle pourrait le toucher dans un magasin. Et donc, c'est la fiche produit qui représente le produit. Et donc, une fiche produit bien travaillée, forcément, ça aide à donner envie d'acheter. Et donc, finalement, une bonne partie de la performance sur Amazon, ça tient à la qualité de la fiche produit. Avec l'idée, si tu as une fiche produit qui est dégueulasse, pour parler facilement, simplement, tu as beau avoir un énorme budget marketing, et on voit des marques qui arrivent avec des dizaines, des centaines de milliers d'euros de budget sur des campagnes de pub, mais qui ont un catalogue qui est juste pas au niveau. Et ça, forcément, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas ou très mal. En tout cas, c'est un gâchis, puisque un listing qui est pas travaillé va pas convertir, et donc on va devoir envoyer beaucoup plus de trafic, dépenser beaucoup plus pour avoir des résultats. Et donc, c'est vraiment le but de la discussion aujourd'hui, c'est parler de ce que c'est qu'un bon listing, ou comment est-ce qu'un vendeur qui nous écoute peut améliorer, travailler son listing pour qu'il convertisse plus pour les clients d'Amazon. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe par les différents éléments d'un listing, et puis qu'on discute ensemble de ce que ça donne,
quelles sont les erreurs que font les gens et puis les bonnes pratiques qu'on pourrait donner. Ouais, tout à fait. Et je voudrais juste rappeler un truc quand même avant de démarrer, c'est qu'il y a un seul juge de paix. Ce juge de paix, ce sera toujours le marché. Et ça, c'est vraiment important de se le mettre dans la tête, c'est que les seules personnes qui vont faire la décision, ça va être les acheteurs, les clients d'Amazon. Et donc, nous, on peut dire plein de choses. On va dire plein de choses, je pense, qui vont être très techniquement intéressantes pour les vendeurs. Mais il n'y a pas d'autre vérité que les taux de conversion, le nombre de sessions qu'il y a sur le produit et le nombre de ventes. Parce que c'est ça qui traduit le résultat. Et aussi, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, il y a des choses qui vont plaire à une certaine partie de la population, d'autres qui vont moins plaire. On peut pas faire un truc 100% parfait qui va plaire à tout le monde. Il y a forcément un choix à faire, un compromis. Mais je pense qu'on va vraiment pouvoir parcourir l'ensemble des points et montrer à tes auditeurs des techniques et des choses basiques et à la fois poussées pour créer la fiche produit la plus percutante et qui convertit le plus possible. Ouais. Je te rejoins déjà, tu vois, sur l'idée qu'on peut pas plaire à tout le monde et presque, tu vois, j'ai envie de dire, c'est presque quelque chose qu'on doit faire intentionnellement, dans le sens où des produits, il y en a quand même beaucoup sur Amazon et le but justement, ça va être de positionner son produit pas forcément en opposition, mais en contraste avec d'autres produits qui existent déjà. Donc, tu vois, je prends toujours l'exemple d'un sèche-cheveux. Si tu décides de vendre un sèche-cheveux et qu'en fait, tout ce que tu essayes de faire, c'est de montrer que ton sèche-cheveux, il est le plus basique, le plus normal et le plus passe-partout possible, en fait, tu enlèves, tu vois, tu sapes un peu ta construction de valeur et tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est te battre sur le prix parce que, il y aura d'autres gens qui vendront un sèche-cheveux de base sans, tu vois, qui est forcément quelque chose de très particulier, alors qu'au contraire, tu le positionnes sur c'est un sèche-cheveux spécial pour faire des bigoudis, et peut-être que c'est vrai parce que tu fournis un accessoire qui permet de faire des bigoudis. Enfin, je sais pas s'il y a encore des gens en 2020 qui font des bigoudis, mais on va dire qu'il y a peut-être des gens quand même. Et donc, tu vois, c'est en le positionnant de manière particulière, en le mettant en contraste avec d'autres produits, qu'on va justement aussi pouvoir sortir du lot et pouvoir avoir un listing qui convertit plus parce qu'on s'adresse spécifiquement à la personne, femme ou homme, hein, on est en 2020, qui veut faire des bigoudis et donc qui cherche ce produit-là en particulier, quoi. Oui. C'est vrai que le truc classique, c'est quand tu veux toucher tout le monde, tu touches personne. Et en anglais, on dit to niche down, donc d'aller dans la niche de la niche, descendre en fait son positionnement pour correspondre à moins de monde, mais de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus forte. Donc je te rejoins là-dessus. C'est important effectivement d'aller dans cette direction-là parfois. Ouais, tu vois, on entend beaucoup parler, il faut trouver une bonne idée produit, etc. Mais l'idée produit, c'est pas uniquement l'objet, tu vois, le sèche-cheveux, c'est aussi la manière dont tu vas le présenter ou la chose supplémentaire que tu vas apporter au marché, tu vois, ou la niche particulière que tu vas toucher. Et encore une fois, c'est le listing qui va faire la charnière entre le produit physique qui est dans sa boîte, dans un entrepôt Amazon, et la personne qui a un besoin particulier. Et c'est le listing qui va être capable de convoyer l'information et d'expliquer à la personne que oui, c'est exactement ce produit-là que vous cherchez, quoi. Parce que pour telle et telle raison, il correspond exactement à vous. Moi, je pense que c'est cet aspect de vraiment de voir le listing comme la chose qui permet de positionner le produit, c'est important pour encore une fois être pertinent pour les bonnes personnes, quoi. Tout à fait, oui. Ouais. Il y a la première chose, je pense que tu en as parlé dans un autre podcast aussi, la première chose qu'il faut travailler pour son listing, avant de travailler vraiment la fiche produit, j'ai envie de dire, ça va être la première conversion. Et la première conversion, c'est vraiment le moment où les gens voient ton produit pour la première fois dans des résultats de recherche parmi plein d'autres. Et j'aime beaucoup cette expression de première conversion. C'est chez toi que je l'ai entendu la première fois. Maintenant, je l'utilise à chaque fois que j'en parle sur YouTube, dans mes vidéos ou avec mes utilisateurs. C'est vraiment important de se mettre d'optimiser cette partie-là. Et donc là, c'est vraiment 3 choses et demie. L'image principale, le titre, le prix et le badge Prime si tu es en FBA aussi. Il y a pas, et les commentaires, voilà, c'est un peu d'autres trucs. Mais ça, c'est vraiment essentiel pour que les gens ils cliquent sur ton produit, quoi. C'est un peu la base. Ça vaut à la fois pour tes résultats de recherche, donc le référencement naturel, mais aussi pour les publicités, pour avoir des publicités qui attirent,
même si sur Amazon, c'est du PPC, donc paiement par clic, donc tu n'as pas de problème à être trop affiché, même si Amazon, il n'aime pas trop que tu t'affiches et que tu ne convertisses pas. Donc, il y a un équilibre à trouver, mais c'est vraiment, il faut donner une attention particulière à cette première conversion. Ouais, je suis d'accord avec cette idée, j'en avais parlé dans le précédent podcast. Mais en fait, tu vois, même si on veut remonter d'un cran et chercher le principe, je pense que tu vois, l'idée, c'est très très difficile quand on travaille sur une fiche produit, mais l'idée, c'est de se remettre dans les bottes du client et de se dire qu'est-ce que va faire le client. Il va aller sur la barre de recherche Amazon, il va faire une recherche et il va tomber sur une liste de résultats. Et tu vois, d'aller se dire si je tape mon mot-clé principal pour mon produit, tu vois, je suis en train de créer ma fiche produit, je tape ce mot-clé, sur quoi est-ce que je tombe, tu vois, à quoi ressemblent les images principales des concurrents, à quoi ressemblent les titres des concurrents. Tu vois, c'est intéressant de faire cette étude de marché avec cette idée. Là encore, qu'est-ce que va voir une personne qui fait cette recherche et qu'est-ce que moi je veux lui apporter qui va permettre de se différencier. Donc, tu vois, un conseil que je donne souvent, c'est ce que les Américains appellent pattern interrupt, donc interruption de motif, je crois, en français. Donc, tu vois, avec l'idée, si tout le monde vend, je sais pas, c'est un sèche-cheveux, tout le monde vend un sèche-cheveux qui est noir. Toi, est-ce que tu peux te positionner avec un sèche-cheveux qui est rouge, tu vois, avec l'idée que quand la personne va taper sèche-cheveux bigoudi, elle va voir sèche-cheveux noir, sèche-cheveux noir, sèche-cheveux noir, et soudainement, elle va en voir un qui va sortir, qui va complètement, enfin, en tout cas, qui va être beaucoup plus visible. Et là, tout de suite, tu vas dans la direction de la première conversion, puisque tu vas attirer l'œil, Donc, tu vois, comment est-ce que je peux créer quelque chose de différent au niveau de ma page de résultats de recherche, tu vois, avec l'image. Donc, un exemple, ce sera choisir un produit d'une autre couleur. Tu vois, souvent, on a ce genre de possibilités auprès des fournisseurs. Il y a différentes choses, mais je pense que, tu vois, sur l'image principale, c'est le conseil que je donnerais d'essayer de faire quelque chose de différent de ce que font les autres, avec vraiment l'idée de ressortir, quoi, chercher à sortir du lot. Ouais, complètement. C'est le principe de la vache violette de Seth Godin, je crois, Seth Godin, qui te dit tu vois des tonnes de vaches le long de la route, mais si genre tu vois une vache qui est violette, tu t'en souviendras toute ta vie, t'en parleras à tout le monde. Donc, c'est ça. En business, il faut avoir une vache violette, il faut faire la vache violette. Tu lanceras peut-être même un business de chocolat sur cette idée et tout le monde saura de quoi on parle. C'est ça, exactement. Ouais, peut-être avec même une marmotte un jour qui mettra le chocolat dans du papier à lui. Mais ça, c'est effectivement. Et dans Amazon, il faut jouer avec les contraintes qu'Amazon te donne. C'est-à-dire que tu peux pas faire n'importe quoi sur cette image principale. Et c'est important, en fait, de bien exploiter au maximum ce qu'il propose. Alors, il y a des choses qui sont interdites. Déjà, de base, il faut que ce soit sur fond blanc. Donc, les bords, il faut qu'ils soient blancs. Après, à l'intérieur, qu'est-ce que tu peux mettre en dehors de ton produit? Amazon, ils disent que ton produit doit être déballé et doit être pris donc sur un fond blanc. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils te donnent comme autorisation. Et moi, j'ai un peu testé les limites de ce que tu pouvais faire avec une image principale. Alors, même si les règles, elles évoluent, ils sont devenus de plus en plus stricts. Tu vois, des fois, tu vois des anciennes fiches produits, donc il y a encore leur image. Tu dis, mais comment ils ont fait pour passer ça? C'est impossible. Parce que donc il y a un robot, pour les gens qui seraient pas aussi affûtés. Il y a des robots qui passent, qui scannent les images et qui cherchent typiquement des choses interdites, donc tout ce qui est badge, logo, texte surimprimé, qui cherchent des choses qui ont rien à faire là, et ce de manière automatique. J'aurais quelque chose à dire par rapport au contenu A+, après, avec cette même idée de robot, et on voit que la chose se spécialise de plus en plus, ou ils viennent de meilleurs à détecter des choses qui sont interdites. Oui, tout à fait. Oui. Et j'ai essayé pas mal de choses. J'ai un designer notamment qui propose du coup qui m'aide à intégrer des templates, des modèles de fiches produits, enfin d'images de fiches produits dans IntelliFox. Et on a essayé pas mal de choses avec des espèces de fonds qui trompent un peu les robots d'Amazon. Et en fait, on arrive à faire des choses. Et un concept de base, je dirais, c'est si on veut créer un montage qui est sympathique et qui dénote vraiment du reste, c'est de jamais séparer les objets. Déjà, c'est la première règle, c'est de faire en sorte que toujours ils se touchent. Essayer d'éviter les gros textes. Les gros textes sur le fond blanc, ça passera jamais. Faut oublier ça. Donc les logos, comme tu l'as dit, c'est fini cette époque. Si on veut intégrer un logo, il faut l'intégrer sur le produit. Il faut jouer pour que vraiment le visuel contienne tout, sans jamais oublier que l'image, elle sera petite sur l'écran, ou sur l'écran du PC ou du smartphone, et que c'est pas non plus une image où on veut tout mettre. Il faut
il faut être percutant sur 2 ou 3 éléments, mais pas plus. Et c'est souvent un truc que je vois chez des vendeurs, ils veulent mettre trop de choses, mais c'est pas ça la première conversion. La première conversion, c'est de donner envie, c'est de créer cette étincelle, mais ça passe pas ça par une exhaustivité, mais vraiment par un truc qui est percutant. Ouais, c'est un bon conseil parce qu'en effet, en plus, ouais, l'aspect, il y a de plus en plus de gens qui sont sur smartphone et je pense que on est à plus de 70% maintenant. Donc les écrans sont petits et donc on a tendance à beaucoup travailler sur PC, sur un ordinateur, quand on prépare nos images typiquement, parce que on fait des logiciels de graphisme, on utilise un Telefox, et prendre le temps de mettre ça de regarder ça sur un téléphone, et on se rend compte que ouais, l'accessoire que tu as en effet inclus et que tu as voulu mettre dans un petit coin en bas à droite de ton image principale, ça tient sur 6 pixels et demi quand c'est sur un téléphone, et au final c'est une petite bouillie. Enfin, il n'y a pas moyen de reconnaître ce que c'est. Et je pense que c'est un bon conseil de dire, voilà, se focaliser sur quelque chose de différenciant, impactant, mais sans chercher à être exhaustif, parce que il y a la fiche produit derrière pour vraiment raconter le produit dans son ensemble. Je pense que c'est un bon conseil de chercher à être synthétique sur son image principale, et effectivement un gros bloc de pixels, on va dire, pas des éléments qui flottent les uns par rapport aux autres, parce que ça c'est très rapidement détecté par Amazon comme étant vous avez rajouté plein d'éléments et vous êtes hors cadre, quoi. Ouais, exactement. Et après, pour en revenir donc sur ce qu'il faut mettre dedans sur le produit, parce que c'est quand même essentiel, c'est là, il faut mettre sa meilleure photo, la photo qui est la plus belle, la plus percutante, avec des bons niveaux de lumière, donc de luminosité dessus, avec des beaux contrastes, avec voilà, la plus belle définition possible. Et bien jouer avec les ombres, les reflets, c'est la photo qu'il faut le plus travailler. Et pour ça, bon, il y a différentes solutions. Je dirais qu'il y a le photographe professionnel qui va être capable de faire des photos magnifiques parce que c'est son métier. Mais avec un peu de réflexion, c'est aussi possible de faire des photos soi-même et pas forcément besoin d'avoir un réflexe ou d'avoir un appareil photo ultra performant. Quand je vois aujourd'hui les photos que proposent les téléphones portables, alors je ne parle pas d'un téléphone portable d'il y a 5 ou 10 ans, hein, quelque chose de récent, mais la qualité est juste incroyable. Et c'est quelque chose que j'ai montré dans un webinaire que j'ai fait récemment. J'ai pris mon téléphone, moi c'est un Galaxy S8, donc pas non plus la dernière génération. J'ai fait des photos en extérieur, à l'ombre, d'un produit qui est un globe rotatif, un globe terrestre en bois et en look un peu antique. J'ai fait des photos avec mon smartphone et je les ai après intégrées dans IntelliFox, où il y a un outil de détourage automatique, donc qui permet d'avoir ce fond blanc, parce que je l'avais pris sur un parking sur le bitume à l'extérieur, donc vraiment à l'arrache total. Et le résultat était juste parfait. Il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire que c'est pas tant la technologie qui est un problème. Il faut juste se positionner comme il faut, bien comprendre pour la photo la lumière et le contraste, et derrière avoir les bons outils pour les mettre en avant et avoir voilà, créer le résultat final le plus optimal. Mais il y a vraiment de quoi faire soi-même. Ouais, j'ai presque honte de le dire, mais tu vois, en début d'année, là, au mois de février, j'étais au ski. Et donc, et pareil, j'avais reçu un produit que je voulais lancer assez rapidement. C'était un test, hein. J'avais pas forcément beaucoup de. Enfin, j'avais envie de voir. Et donc, ouais, j'ai posé le produit dans la neige, en face du chalet où j'étais. J'ai attendu, tu vois, qu'il soit midi, et c'était un peu couvert, donc ça fait que la lumière était vraiment diffuse. Et en fait, j'ai pris des photos comme ça sur la neige. J'ai envoyé ça en détourage, mais il y avait quasiment plus rien à détourer. Et aujourd'hui encore, c'est l'image principale, cette photo que j'ai prise sur la neige avec un téléphone portable. Et bon, ça passe, tu vois. Ça passe parce que je suis arrivé numéro 1 des ventes sur la catégorie en France. Bon, il y a pas que l'image principale qui a joué, hein. J'ai fait plein d'autres choses, mais en effet, on n'a pas nécessairement besoin de passer par un photographe, mais dans tous les cas, l'image doit présenter premium. Le traitement doit être juste. Tu as parlé de luminosité, contraste. Je pense que la saturation, c'est important aussi. Tu vois, si tu as un produit qui est coloré, tu reprends l'exemple d'un sèche-cheveux rouge, il vaut mieux que ça soit un beau rouge qu'un rouge un peu terne, un peu fade, avec aussi cette idée alors sans que ça devienne complètement bizarre à regarder, bien sûr, mais cette idée que l'œil humain est fait pour détecter les images vives, les couleurs vives, pardon. Et donc, jouer sur la saturation, ça permet aussi de donner un peu de peps et de mettre en avant son produit dans une page de résultats de recherche, quoi. Exactement. Et voilà. Après, donc il y a
l'image principale, elle joue beaucoup, elle va attirer l'œil. Et derrière, il faut avoir un titre et un prix qui vont aussi donner envie, qui vont être cohérents avec l'image principale. Moi, c'est souvent ce que je dis pour le titre. Il faut qu'il n'y ait pas de dissonance entre le titre et l'image principale. Je dirais que c'est un peu le truc numéro 1. C'est que ce soit parfaitement descriptif et à la fois parfaitement que ça donne envie, que ça montre une forme de marque, d'émotion, une patte personnelle, pas un truc juste froid et industriel, mais un truc vraiment qui va aller toucher au cœur le consommateur pour montrer les valeurs de la marque, montrer ce qu'on veut proposer, montrer l'étape d'après en fait. Voilà, il n'y a pas beaucoup de mots, donc c'est quelque chose. Il y a pas beaucoup de place, en tout cas visible sur la première conversion, parce je crois qu'il y a qu'une centaine de caractères. Le titre fait 200 caractères en tout, mais sur la première conversion, il y en a que 100 et après tout le reste c'est coupé. Et voilà, moi j'aime bien avoir une structure très descriptive, slogan, et après d'avoir des mots-clés structurés, enfin pas négliger de l'approche mots-clés, mais structuré, après c'est un peu secondaire sur la façon dont on la structure, donc faire une phrase, essayer, et puis à la fin parfois fourrer des mots-clés, pas toujours, mais voilà, c'est le sujet qu'on peut. Si, enfin, je pense que enfin, il y a cette idée quand même, le titre, d'un point de vue mots-clés, c'est l'un des champs, si ce n'est le champ le plus important, donc il faut qu'il y ait les mots-clés principaux qui soient rentrés dans le titre. Je mets toujours, moi, le mot-clé principal en tout début, avec l'idée que si on est sur un tout petit écran, que tout est tronqué, il faut qu'il reste sèche-cheveux, tu vois, sèche-cheveux bigoudi en tout début de titre, pour que ça, même si la personne ne lit pas la suite, parce que il y a aussi ça, on n'en a pas parlé, mais si on se remet dans l'expérience utilisateur, on fait une recherche et puis on scanne, on déroule une page produit, donc on va passer une demi-seconde, un quart de seconde sur les différents produits, donc il faut très rapidement retrouver les informations qu'on a tapées. Donc si la personne a tapé ses cheveux bigoudis, elle veut trouver ces mots dans le titre, donc il faut que ça soit mis devant et mis en avant. Je pense en effet que le titre doit chercher à vendre le clic, donc pour réaliser la première conversion. Mais là encore, c'est pas non plus dans le titre que tout se joue, et donc il n'y a pas non plus besoin de surjouer ou de vouloir absolument tout mettre dans son titre. Là encore, le but c'est de mettre l'essentiel. En effet, j'utilise aussi la fin des titres pour mettre les mots-clés secondaires, des choses sur lesquelles tu as envie quand même d'être indexé. Mais en effet, je pense que enfin, faut pas nécessairement trop vouloir en faire. Amazon aussi coupe quand il y a trop. Enfin, si on met trop de caractères avec des updates, parfois il y a des titres qui sautent, donc ça sert à rien de mettre 4 lignes non plus de texte. Et donc ouais, pour là encore d'écrire, donner envie pour voilà, réaliser la première conversion. C'est presque du flirt en fait au début. Tu as envie de donner envie sans trop en montrer pour créer une curiosité. J'ai envie de dire, c'est quand même complexe. C'est quand même pas, il n'y a pas d'équations écrites qui vont t'aider à résoudre ça de manière définitive. Il faut essayer des choses, il faut essayer, il faut continuer à tester et pas s'endormir sur ses lauriers sur ça. C'est quelque chose qu'on peut toujours améliorer, et toujours avec cette même réflexion de se mettre dans les pieds du consommateur, les pieds du client. C'est le seul juge de paix, et ça, faut jamais l'oublier. Ouais, et puis t'as l'aspect aussi, là encore, qui sont les concurrents, qu'est-ce que eux mettent dans leur titre, et quel est le positionnement de mon produit, et en quoi est-ce que je peux mettre ça en avant. Voilà, en quoi mon produit est vraiment unique, je mets ça en avant dans mon titre. Voilà, je suis pas comme les autres parce que, et puis il y a quelque chose qui vient, tu vois, ça peut être une caractéristique en particulier, tu vois, moi mon sèche-cheveux il fait 25 watts et non pas 15 comme tout le monde, et donc il est plus puissant, enfin donc trouver quelque chose qui fait dire voilà, moi je me différencie, viens me voir, et donc pour réaliser cette première conversion. Donc on a vu l'image, on a vu le titre, donc le prix, bon, prix barré, ça c'est quand même assez classique. Ouais, mais c'est fini les prix barrés, c'est fini. Bon, moi, quand j'ai commencé il y a de nombreuses années, c'est-à-dire au début 2020, il y avait encore des prix barrés, tout simple. Donc, tu avais un prix normal, tu mettais un prix barré, une date de début, une date de fin, pas de problème. Ça t'affichait le prix qui était barré, ça affichait ton prix avec un pourcentage de réduction. C'était la belle vie, la belle époque. Mais ça, maintenant, eh ben, c'est plus pareil. Ils n'utilisent plus cette notion de prix normal, prix barré. Il y a le prix recommandé par le fournisseur.
le prix recommandé par le fournisseur d'un côté, et de l'autre côté, il y a le prix que tu mets. Et le problème, c'est que c'est pas automatique de montrer le prix du fournisseur. Et j'ai pas encore compris les règles exactes qui font que ce prix est montré. T'as raison, j'étais encore dans cette idée, mais maintenant que tu le dis, en passant récemment, c'est vrai qu'on voit plus en tout cas sur les catégories, sur mes produits. Alors c'est vu sur le listing, sur la fiche produit, mais pas dans les résultats de recherche. Donc un prix, pas déconnant, qui soit homogène, ou après si le produit est premium, tu peux parfaitement vendre plus cher que les autres. Hein. C'est aussi un très bon hack sur Amazon. Ça aide à se positionner dans les catégories, ça aide à faire énormément de choses, de vendre plus cher. Aussi avec l'idée, dans une certaine mesure, les gens attribuent au prix de la valeur. Donc plus le prix est haut, plus le produit doit être qualitatif. Donc je pense l'un des messages aussi au niveau des listings, c'est pas nécessairement, on est presque dans de la stratégie de vente là, mais c'est pas nécessairement chercher à être moins cher ou à être au même prix. En fait, moi, la majeure partie des produits de mon catalogue sont plus chers, voire beaucoup plus chers que la moyenne. Et ça aide à vendre plus parce que derrière, il faut des bons produits, mais c'est une stratégie de vente. Oui, tu tires une balle dans le pied si tu fais une stratégie à baisse de prix. Enfin, moi, c'est un truc que je ne vais jamais suggérer à quelqu'un, sauf si son positionnement est complètement déconnant, mais je ne lui dirai jamais baisse tes prix. Parce qu'il ne faut pas jouer sur la baisse de prix, il faut jouer sur améliorer la valeur perçue, sur la qualité perçue par le consommateur, par les émotions. Mais baisser le prix, c'est se tirer une balle dans le pied et c'est jouer au mauvais jeu. Il ne faut pas aller dans cette direction-là. Ça te mange ton budget publicité, ça te mange tes marges, ta capacité de réinvestissement. Enfin, c'est une mauvaise stratégie Ouais, voilà. C'est perdant. Ouais. Alors, il y a des mécaniques sur Amazon si on veut baisser ses prix de manière temporaire. Il y a pas mal de choses. Et en effet, il vaut mieux retravailler son listing, revoir si on est bien sur les mots-clés, retravailler ses images, faire ce qu'il y a à faire pour montrer plus de valeur, pour justifier le prix, plutôt que chercher à se dire voilà, je vais baisser le prix pour essayer d'inciter les gens à me choisir plutôt qu'un autre, quoi. Et oui, et parce qu'il y a 11 000 vendeurs, entrepreneurs et PME en France sur Amazon. Mais il y en a d'autant plus qui viennent d'autres pays, européens, américains et chinois. Et la concurrence, elle est rude. Et le jeu de tirer uniquement sur le prix, on va le perdre. Si tu as un concurrent qui a un meilleur fournisseur, qui a des meilleures conditions que toi, eh ben, il va gagner à ce jeu-là. Donc, il peut pas t'as pas la force pour jouer à ce jeu-là, sauf si tu fais des millions, je dirais. Donc c'est c'est pas là où une approche volume. Il y a aussi l'aspect de la fiscalité, qui est le terrain sur lequel la France est désavantagée. Et donc c'est jamais une bonne idée. Donc on est bien d'accord à ce niveau-là. On a fait le tour sur la première conversion. Oui. Je peux juste préciser. Enfin, c'est une problématique que j'avais vraiment en tête quand j'ai construit IntelliFox, cette première conversion. Donc, en fait, il y a un écran qui est dédié à ça, où tu peux mettre ton produit que tu es en train de construire parmi tes concurrents. Et ça, c'est vraiment cool pour, en fait, juste voir comment tu ressors dans les résultats de recherche et se focaliser sur ce premier aspect. Et voilà, je tenais à le préciser, parce que c'est cool. Ouais, encore une fois, se mettre dans l'idée de la personne qui verra toute cette série de photos, et ça permet de visualiser en quoi tu es différent. Ok. Donc, si on arrive maintenant sur la fiche produit, on a du coup plusieurs choses en plus, mais on va commencer par les images. Allez, disons les images suivantes. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? Comment est-ce que tu recommandes de structurer les images numéro 2, 3, 4, etc. Il y a différentes structures possibles. Ça dépend de ton marché, ça dépend de comment est-ce que tu veux vendre ton produit. Je dirais, regarder les produits qui fonctionnent, déjà, donc les concurrents qui vendent le plus, pour s'inspirer. Ça, c'est vraiment la mécanique de base. Et ensuite, tu as attaquer les différents sujets de ton produit. Alors, comme tu l'as dit, on est sur Amazon, donc le produit, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le saisir dans ses mains. Donc, on va avoir tout ce côté où on va vouloir montrer le produit, montrer vraiment ce qu'il est, quelle taille il fait, quelle texture il a, en quelle matière il est fait, comment est-ce qu'on va l'appréhender. Et ça me fait penser à un autre truc, qui est une astuce que je dirais que beaucoup de vendeurs ignorent, qui est quelque chose que les Américains peuvent faire actuellement eux-mêmes, mais qu'en France, il faut passer par le support pour le faire. On peut intégrer, toi, moi, on peut intégrer des vidéos dans nos listings qui prennent la 7e image
Et bon, on en parlera peut-être plus tard, mais ça, c'est un excellent moyen de montrer l'objet, de montrer la texture, de montrer la taille, parce qu'on peut le mettre en situation. Enfin, voilà, ça, je dirais, c'est le premier aspect. Énormément de choses à faire, ouais. C'est vraiment de briser ce lien, cette distance qu'il y a entre le consommateur et le produit, et donc de montrer ce qu'il y a dans le paquet. Voilà, c'est important ça. La texture, les petits détails des fois peuvent faire la différence. Montrer que c'est de la qualité du début à la fin. Voilà, je dirais que c'est recréer l'expérience que pourrait avoir quelqu'un dans un magasin qui regarderait le produit sous ses différentes coutures, etc. Donc essayer de lui décrire au mieux ce qu'il va recevoir aussi, parce qu'on est là à créer une attente, et le produit vient en face de cette attente. Donc on n'est pas là pour raconter n'importe quoi, parce que si on met des attentes trop hautes, les gens sont déçus et ça se voit après au niveau des commentaires. Mais on est là pour décrire le produit comme il est, sous le meilleur angle possible, mais tel qu'il est. Ouais. Exactement. Et une fois qu'on a décrit le produit, il faut d'une manière ou d'une autre montrer comment il fonctionne. Faire un mode d'emploi, ou le montrer en situation, montrer vraiment les usages, comment ça fonctionne. Comme tu le dis, c'est pour réduire ces décalages qu'il y a entre ce que tu vends et ce que les gens vont recevoir. Et plus tu leur facilites la compréhension en amont, plus tu réduis ce décalage, et tu fais en sorte que quand ils reçoivent le produit, ils savent déjà s'en servir. Et ça passe pour moi par les images. Ça montre, ça va montrer le produit, montrer qu'il est efficace, et que voilà, c'est simple à utiliser. Ouais, je pense que c'est intéressant. Et puis, tu as quelque chose qu'on n'a pas dit, mais naturellement, la vidéo vend beaucoup parce que les humains réagissent beaucoup plus aux images qu'au texte. Enfin, tout le monde préfère. On dit toujours, c'est quoi, une petite image, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, ou quelque chose comme ça. Donc, les gens vont naturellement avoir tendance à préférer regarder les images plutôt que lire des puces produits. Donc, on a beau, ça reste important, les puces produits, écrire un beau texte, convaincre, etc. Moi, je dis toujours, il faut partir du principe que les personnes n'auront pas lu vos fiches produits, auront scanné votre fiche produit, n'auront pas lu les puces produits, et donc les informations doivent toutes se retrouver sur les images, puisque les gens vont regarder les images. Et tu vois, si on reprend l'exemple du sèche-cheveux à Bigoudi, toi, peut-être il fonctionne aussi pour les chiens, j'en sais rien. Et tu vois, il faut qu'il y ait quelque part une photo d'une personne en train de sécher ses bigoudis, et puis à côté une personne en train de sécher les bigoudis de son chien. Voilà, pour simplement faire passer cette idée que le produit fonctionne aussi pour les chiens. Ce sera peut-être quelque chose que tu remettras dans les puces produits, mais tu mettras une photo pour montrer les différentes utilisations, parce que peut-être que la personne qui l'achète a en tête, j'en cherche un qui est aussi pour mon chien, et dès qu'elle verra cette photo de chien, ça cochera dans sa tête, ok, c'est aussi bon par rapport à cette utilisation que j'ai en tête. Donc les images du produit en action permettent de montrer le résultat, de montrer ce que la personne aura, mais aussi de la convaincre, parce que la personne cherche des cas, des scénarios d'utilisation particuliers, et on doit lui montrer les cas, les scénarios dans lesquels le produit s'inscrit, quoi. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette impression que le prix et les images vont convaincre le subconscient du client, et qu'après, il va essayer de rationaliser la décision que son subconscient a prise pour lui en analysant et en regardant les textes et en lisant le contenu. Et il y a vraiment ce côté naturel de regarder les images, de comprendre le produit à travers une mise en situation. Et voilà, j'aime bien ce côté. C'est pour ça que je pense. Ouais. Excuse-moi, c'est pour ça que les images sont extrêmement importantes. Il faut pas négliger du tout cette partie. Il faut exploiter ça du mieux qu'on peut. Il faut faire 7 belles images. On a parlé beaucoup du côté montrer le produit, le montrer en situation, montrer sa taille, montrer ses dimensions. Enfin, ouais. Et on n'a pas parlé non plus de montrer les valeurs qu'il y a derrière, montrer les émotions qu'il y a derrière la marque. Et ça, je dirais que c'est une autre problématique qu'on veut résoudre avec les images. Montrer l'émotion qu'on veut provoquer chez le consommateur. Pourquoi est-ce qu'il achèterait ce produit? Et ça, c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant. Ouais, tu vois, pour moi, il y a deux choses là. Il y a cette idée, alors ça vient pas de moi, mais en gros, que tu vends jamais un produit ou un service, tu vends aux gens une meilleure version d'eux-mêmes, ou une meilleure situation. Ils sont ils sont au point A, tu les amènes au point B avec ton produit. Donc tu vois, tu vends pas un sèche-cheveux, tu vends
tu vends des cheveux secs ou même tu vends les plus beaux bigoudis, les plus belles bouclettes, etc. Donc il y a toujours cette idée que tu veux montrer du coup dans tes images et dans ta fiche produit. Bon, c'est la base du copywriting, mais montrer la transformation et là où sera la personne avec ce produit, pour du coup parler de la personne et non pas du produit, puisque je pense qu'une erreur qu'on peut faire quand on crée une fiche produit, c'est vouloir essayer de démontrer à quel point mon produit c'est le meilleur et mon produit il est plus mieux. Mais en fait, tout le monde peut dire mon produit c'est le meilleur et mon produit c'est la meilleure qualité. Et je pense que chercher à plutôt travailler sur dire en quoi ça va réaliser la transformation que la personne cherche, en quoi elle va atteindre le résultat qu'elle veut. Je pense que c'est une manière de faire porter l'attention de la personne sur ses propres besoins, sur la transformation qu'elle cherche, plus que sur les caractéristiques du produit. On dit toujours caractéristiques versus bénéfices. Et donc, il y a cette idée dans le texte qu'on met en place, mais aussi dans les images. Et donc, je pense que montrer le point B, montrer la transformation avec une photo, là encore, ça peut être lifestyle, donc une photo en action ou autre, mais montrer ce résultat, puisque là encore, la vente, c'est susciter des émotions et il faut que la personne se retrouve dans la fiche produit, le résultat qu'elle cherche, puisque elle cherche un produit pour satisfaire un besoin et donc il faut lui montrer ce besoin satisfait, quoi. Oui, exactement. Alors, tu parlais des valeurs et je pense que c'est intéressant parce qu'en effet, au-delà du produit, de la transformation, il y a cette idée que si l'entreprise a des valeurs ou si le produit s'inscrit dans une échelle de valeurs, ça va aussi convaincre la personne à un certain niveau. Est-ce que tu aurais des exemples de valeurs qu'on peut transmettre à travers une fiche produit ou des produits qui transmettent une valeur en particulier? Alors oui, j'ai fait récemment une interview avec Laetitia sur ma chaîne YouTube et c'est complètement fou son histoire. Quand elle m'a expliqué son projet, j'étais scotché. Elle fait du made in France, mais c'est pas du made in France, c'est du made in by sa maman. Donc c'est sa maman qui est couturière et qui font des produits orientés zéro déchet et qu'ils vendent sur Amazon. Donc c'est vraiment une entreprise familiale qui fait des produits, conçoit et réalise les produits eux-mêmes et les distribue sur Amazon. Et là, typiquement, eux, leur valeur, ça va être l'écologie, l'artisanat et l'économie locale. Et ça, c'est quelque chose qui était très important. On a travaillé ensemble une fiche produit et je lui ai dit, mais c'est extrêmement important que, limite, j'aimerais avoir une photo de ta maman en train de faire la couture, quoi. C'est authentique, c'est réel. Et ça, tu touches un autre truc, d'autres valeurs. Là, c'est du nationalisme, c'est de l'écologisme. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes à mettre en avant. Pas en premier, mais effectivement, image 6, 7, pour déployer sa marque, montrer qu'on n'est pas juste là pour... il y a une vraie profondeur au produit, il y a une histoire derrière, et ça, c'est les histoires qui permettent de vendre, et voilà, c'est important. Ouais, je pense que c'est vraiment intéressant comme exemple. Tu vois, j'avais entendu quelqu'un qui disait c'est pas parce qu'on est e-commerçant qu'on n'est pas commerçant. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont des petits e-commerçants, donc des petits commerçants par extension. Et tu vois, il y a vraiment cette idée du coup de proximité, d'humanité, tu vois, et qui est parfois très dur à sentir quand tu es sur Amazon, tu balances un mot-clé, tu as des centaines de résultats. Tu perds de vue que derrière chaque fiche produit, il y a une entreprise avec des gens, etc. Et inversement, quand t'es vendeur, tu ouvres ta page le matin pour regarder tes commandes et tu vois des dizaines, des centaines de lignes, tu as tendance à oublier que derrière chacune de ces lignes, il y a un humain qui a regardé ta fiche produit, qui a cliqué, qui a mis sa carte de crédit, elle était peut-être déjà enregistrée par Amazon, mais je pense que ce lien, par définition, peut-être avec le e-commerce et les écrans, il est assez difficile. Il est ténu, il est dur à sentir. Et je pense que d'être capable de rattacher des valeurs et mettre en avant ce côté humain sur la fiche produit, ça aide ça peut que aider à la conversion, à plus forte raison quand on parle d'économie locale, d'environnement, de zéro déchet, qui sont aussi des choses très à la mode et donc qui vont résonner avec les personnes qui du coup vont peut-être moins regarder au prix. On en revient à cette idée parce qu'elles vont trouver plus de valeur à l'idée de soutenir une entreprise locale française, etc., versus le chinois qui a peut-être cousu ça dans une usine et
ils font pas ça mal, hein, mais ils sont plus lointains et ils mettront certainement pas en avant cousu dans une usine en Chine, alors qu'en France on peut parfaitement dire cousu à la main, etc. Donc ouais, je pense que c'est intéressant aussi de garder en tête quand on crée une fiche produit, d'avoir cette idée quelle valeur ou de quoi est-ce que je peux parler, de l'entreprise, de l'histoire. Il y a toujours quelque chose à dire, il n'y a pas besoin de raconter sa vie, mais il y a toujours un moyen d'expliquer un petit peu plus au-delà du produit qui sont les humains qui sont derrière ce projet, ce produit, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Bien dire que c'est souvent on voit marqué marque française parce que les consommateurs sont pas forcément très conscients. Je dirais qu'il y en a même pas mal qui savent pas qu'il y a d'autres vendeurs sur Amazon qu'Amazon. Ils se posent même pas la question en fait. Ils voient le bouton acheter, ils achètent. Donc bon, c'est un sujet assez complexe, mais il faut mettre en avant ses forces et il faut regarder du coup qu'est-ce qu'on a à disposition comme force qui va convertir au-delà vraiment du produit. Et il faut pas économiser son budget force. Oui, je suis d'accord. Et tu vois, là, je suis tombé cette semaine sur. Il y a un encart sur Amazon, soutenez l'économie française, soutenons les entreprises françaises. Et tu peux faire inscrire ton entreprise. Et en fait, c'est une catégorie à part. Tu vois, si tu cliques sur soutenez l'économie française, machin, dans la barre de recherche, tu vois la boutique des entreprises françaises. Et si tu tapes ton mot-clé, tu vas avoir que des résultats qui sortent sur des entreprises françaises qui, a priori, il me semble, j'ai pas encore creusé le truc, mais se sont enregistrées auprès d'Amazon en se signalant comme étant entreprise française. Bon, comme si Amazon ne le savait pas, je sais pas bien, mais ça devrait être automatique. Mais bon, a priori, il y a un process manuel. Mais en tout cas, tu vois, bon, on peut reprocher énormément de choses à Amazon. On les reproche d'écraser les entreprises, mais en tout cas, ils ont mis en place là pour ce dernier trimestre cette option. Je sais pas si ça va rester ou quoi, mais tu vois, là encore, il y a des gens qui veulent acheter auprès d'entreprises françaises sur Amazon et Amazon, tu vois, on le disait, dans le listing, tu peux mettre ça en avant, mais même Amazon aujourd'hui, j'ai vu ça cette semaine, a créé une sorte de petit écosystème où les gens qui veulent spécifiquement acheter français peuvent. Et je trouvais ça intéressant comme initiative puisque voilà, il y a tout profil d'acheteurs sur Amazon, tu vois, même des gens qui veulent acheter du zéro déchet, du français, malgré ce qu'on peut penser. Et donc, avec ça, ils ont une option pour aller chercher des entreprises locales. Et ouais. J'ai l'impression que Amazon, c'est un tsunami qui est inévitable. Enfin, c'est quand même une entreprise qui est gigantesque et qui va rester dans le temps. Et la logique, je dirais, la plus pertinente pour un entrepreneur ou une PME française, c'est pas d'ignorer ce canal de distribution, c'est de le voir comme ce qu'il est, comme un canal de distribution, et de l'exploiter et d'utiliser ce qu'il a à donner, quoi, la visibilité, de donner. Voilà, c'est un canal qui est très puissant, qui est pas la solution ultime pour réussir avec son entreprise, mais qui est un vrai canal de distribution. Et il faut pas se mettre trop de barrières soi-même sur l'utilisation de ce genre de canaux. C'est un conseil que je donne. Ouais, je suis d'accord. Et puis, tu vois, avec l'exemple que tu donnes, j'ai presque ça fait un peu comme un slogan McDo, mais j'ai l'impression que tout le monde peut vendre sur Amazon, ou du moins, tu vois, toute taille d'entreprise, tu vois, de la TPE à la multinationale. Voilà, si on a des produits physiques et qu'on prend, on va dire, le temps de comprendre l'environnement Amazon et de faire le travail qu'il y a à faire, puisque c'est pas magique de devenir vraiment visible sur Amazon, mais il y a énormément de place pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de produits, parce que il y a énormément de demandes, il y a énormément de niches, de besoins particuliers, et voilà, de plus en plus de monde qui viennent rentrer leurs requêtes sur Amazon. Donc il y a des opportunités pour un large panel d'entreprises. Ouais. Et avant de clôturer cette digression que j'adore, c'est un truc qui est important de se mettre dans l'état d'esprit, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué pendant longtemps, c'est de se dire on n'est qu'au début. On n'est qu'au début du e-commerce, on n'est qu'au début de cette transformation de la société qu'Internet propose. Ça, c'est dur de s'imaginer. On a tellement ce sentiment de dire tout a déjà été pris, tout a déjà été fait, il n'y a plus aucune opportunité. Et ça, c'est simplement faux. Simplement une fausse croyance, une croyance qui limite. Et on n'est qu'au début du e-commerce. Et il y a énormément d'opportunités. Et il y aura encore énormément d'opportunités dans toutes les années, dans tout ce qu'on va vivre dans les prochaines années. Il y aura toujours des opportunités pour le e-commerce, pour créer de la valeur. Et ça, je trouve vraiment important de se le mettre dans la tête et de ne pas abandonner ce combat-là, parce que il y a tellement de
de possibilités, tellement de manières de réussir derrière. Pour moi, c'est incroyable. Ouais, je suis d'accord. Et puis ça revient avec cette idée de réfléchir long terme, tu vois, de voir un produit sur plusieurs années plutôt que sur plusieurs semaines comme en dropshipping, et de vraiment se dire qu'on construit quelque chose, et sur Amazon et hors Amazon, mais oui, avec cette idée de voir assez loin, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur Internet, sur Amazon. Il y a de plus en plus de difficultés, on le voit avec ces confinements, pour aller vers des points de vente physiques. Donc il y a un report massif des achats, et là pour cette saison, ce dernier trimestre, les achats de Noël, va y avoir un report encore plus massif qu'habituellement sur Amazon, on le voit déjà. Donc c'est ouais, il y a encore énormément de choses à faire. Ouais. Il y a encore énormément des millions et des millions de personnes qui sont pas encore converties au e-commerce, mais qui par la force des choses vont s'y mettre. On l'a déjà vu pendant le premier confinement, et donc c'est en effet ce que dit Jeff Bezos, still day one, c'est toujours le jour 1, c'est encore que le début. Voilà, ça va continuer. Simplement pour en revenir au listing, je voulais maintenant qu'on évoque la question du contenu A+. Donc contenu A+, qui est ce contenu supplémentaire, cet encart sur lequel on peut rajouter donc du contenu, photo, texte, quand on est une marque enregistrée au registre des marques. Et pour ça, simplement, faut être enregistré à l'INPI et montrer l'enregistrement à Amazon. Est-ce qu'à ce niveau-là, tu as des recommandations? Comment tu utilises le contenu A+? Comment est-ce que tu recommandes de l'utiliser? Le contenu A+, c'est vraiment intéressant. Donc, pour moi, c'est la première étape quand tu veux vendre sur Amazon en termes de prise de date, c'est d'enregistrer ta marque. Parce que quand tu veux enregistrer ta marque à l'INPI, certains vendeurs l'ont vécu, ça peut prendre jusqu'à 8 mois. Bon, c'est avec le confinement, d'habitude, c'est 4 mois. Mais il y a des gens pour qui ça a pris 8 à 9 mois. Ça, c'est juste beaucoup trop. Et une fois que tu as ta marque qui est enregistrée, Amazon, il va t'ouvrir les portes pour le contenu A+, au travers du brand registry, et aussi pour des campagnes de marque au niveau des publicités. Et ouais, ça, c'est vraiment une plus-value sur ta fiche produit par rapport aux autres vendeurs. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser. Alors, le contenu A+, il faut, dès que tu as la possibilité, il faut l'utiliser pour développer en fait ce que tu avais mis dans tes bullet points. C'est vraiment enfoncer pour montrer le produit, pour montrer des comparatifs, montrer toi versus d'autres produits, montrer vraiment l'entreprise, les valeurs. Enfin, il faut vraiment exploiter ça au maximum. Et surtout, c'est là où c'est vraiment important de le comprendre, c'est que sur smartphone, ce contenu A+, il est encore plus mis en avant, il est encore plus important. Et comme tu l'as dit, c'est plus de 60% du trafic sur Amazon qui est fait sur smartphone. Et donc ça, c'est une opportunité qu'il faut juste pas négliger. Ouais, je suis d'accord. Il est effectivement mis en avant. Moi, ce que j'ai tendance, alors on voit tu sais, il y a des changements de template, et maintenant, enfin sur certaines fiches produits, parce que c'est toujours pareil, Amazon ne déploie jamais tout en une fois, c'est par phase, etc. Mais parfois sur certaines fiches produits que tu regardes sur mobile, tu as un encart où en fait Amazon remet les images produits à la suite. Donc elles sont visibles sur smartphone, mais c'est peut-être pas sur toutes les fiches produits. En tout cas, bon, la dernière fois que j'ai vérifié, voilà, ça dépendait. Mais sinon, effectivement, le contenu A+, est visible là. Donc, moi, généralement, je reprends pas mal de choses que j'ai déjà mis dans les images, tu vois. Alors, ça peut être du contenu que je réutilise, que tu vois, je remets au format, parce qu'il y a différents types de bannières, différents formats. Enfin, il faut rentrer dans les clous du contenu A+. Mais généralement, je reformule, je représente des choses, toujours avec cette idée quand même de garder un thème à la fiche produit, tu vois, que ce soit en termes de charte graphique, en termes de police, enfin bien sûr garder une unité, mais voilà, de réutiliser ces choses-là. On a de la place pour mettre du texte, donc les gens arrivés là aiment toujours pas trop lire du texte, mais ça peut être aussi quand même un endroit pour parler de la marque, pour parler qui on est, etc., nos valeurs. Enfin, on peut toujours laisser un peu de place pour ça. Et ouais, ce que je voulais dire, tu vois, tout à l'heure, je disais qu'il y avait quelque chose par rapport au contenu A+. La semaine dernière, je uploadais une image, et en fait, contrairement aux images principales, secondaires qu'on peut directement mettre en ligne via Seller Central ou IntelliFox, du coup, qui sont automatiquement intégrés au catalogue, le contenu A+, alors parfois c'est des vérifications manuelles, mais dans tous les cas, il y a une passe de vérification automatique. Ce que j'avais mis sur une image recommandée dans le best-seller, donc c'est un livre, et j'avais mis le titre du livre, tu vois, il y avait une photo du livre, etc., parce que le produit était recommandé. Et quand j'ai voulu envoyer le contenu A+
en approbation, en validation, j'ai eu un message automatique qui me dit vous avez mis le terme best-seller dans votre image, retirez-le, sans quoi vous pouvez pas passer. Et donc, tu vois, ils ont un truc pour scanner le texte et donc retirer, tu vois, les termes qu'ils considèrent promotionnels comme best-seller, gratuit, offert, etc. Et donc voilà, c'est simplement, tu vois, sur le contenu A+, il y a quand même un petit peu plus de vérification que sur des images pour lesquelles ça passe, voilà, quel que soit le contenu qu'on décide de mettre. Eh ben, je savais pas du tout que c'était possible, ça. J'ai jamais eu ce genre de problème, mais c'est ok. C'est assez fou. Donc ouais, Amazon veille. Ouais, Il veille sur la qualité des fiches produits pour assurer une expérience au consommateur qui est cohérente dans le temps. Voilà, c'est pas plus mal de manière globale, mais c'est vrai que ça peut être embêtant quand on est vendeur. Et qu'on cherche pas à gamer le système ou quoi que ce soit. Voilà, on veut juste, oui, on est dans un livre qui s'appelle best-seller. Voilà, on veut le montrer. Ouais, c'est sûr que c'est un des critiques qu'on entend sur Amazon. Hein. On n'est pas libre de mettre ce qu'on veut. Tu vois, sur mon propre site e-commerce, bien sûr que j'ai mis le mot best-seller dans mes images, mais bon, chez Amazon, on est chez Amazon, donc on doit jouer avec leurs règles. Mais voilà, à moins de faire n'importe quoi, globalement, il y a quand même moyen de raconter l'histoire qu'on veut au niveau du produit. Il y a quand même moyen de montrer la transformation. Enfin, on peut pas non plus tout mettre sous le dos d'Amazon. On a quand même la liberté de présenter ses produits convenablement. Tout le monde joue avec les mêmes règles, on va dire plus ou moins, mais globalement, les règles s'appliquent. Attends, non, j'ai un coup de colère à donner quand même contre Amazon, là, un peu me rebeller, tu vois. Il y a un truc qui me saoule. C'est que il y a deux choses sur Amazon. Alors, on va être un peu technique, mais il y a les vendeurs comme toi et moi, et comme tous mes utilisateurs, ils ont accès au seller central. Les fournisseurs, donc ils gèrent pas le stock chez Amazon, mais ils fournissent Amazon en stock. Ils ont accès à un truc qui s'appelle le vendor central. Et il y a un truc qui me gonfle. Et ce truc, c'est particulièrement que ceux qui accèdent au vendor central, ils peuvent définir des images par plateforme. Donc une image différente en France, en Angleterre, en Allemagne. Et c'est logique. Dans l'image, on raconte une histoire, on veut mettre la langue, et c'est normal. Eh ben, les vendeurs, n'ont pas accès à ça. Et ils ne peuvent pas définir des images différentes sur chaque plateforme et donc se retrouver avec des images où ils doivent mettre 3 langues, essayer de cibler, mettre qu'en français. Enfin, c'est mon coup de gueule, c'est tout. Je m'arrête. Je suis d'accord. Non, c'est un vrai problème. Je pense qu'Amazon est au courant de ça. Alors, j'ai entendu sur certains produits très particuliers, tu peux avoir, après autorisation d'Amazon, le droit de mettre des images différentes suivant différentes plateformes, mais c'est pour des raisons réglementaires. Tu vois, on parle d'étiquetage, tu vois, pour un complément alimentaire ou quoi. Enfin, il y a certaines catégories très particulières qui ont cette option. Mais en effet, pour la très large majorité des vendeurs, on a une image qui est partagée sur les maintenant 7 marketplaces. Maintenant qu'il y a la Suède et la Hollande, mettre 7 langues différentes sur ces images, c'est impossible. Donc, soit on privilégie une marketplace, généralement la France, vu qu'on est français, et on met un peu d'anglais en se disant en espérant que les Espagnols et les Italiens lisent l'anglais ou le français, mais c'est moyen. Soit on cherche à limiter en fait le texte. Je pense que c'est plus ce que veut Amazon en fait, limiter le texte, essayer d'essentialiser les images pour que en fait, on arrive à faire passer les messages sans avoir besoin de beaucoup de mots. Tu vois, je pense notice Ikea ou quel que soit quelle que soit la langue, avec des pictos, avec tu vois des images, on essaye de faire passer l'essentiel. Et c'est là, tiens, tu vois, on reboucle sur le contenu A+. Le contenu A+, il me sert à fortement localiser la fiche produit. Donc, tu vois, en Italie, tout mon contenu A+, il est en italien parfait. Toutes les images ont du texte en italien, etc. Donc, tu vois. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu vois, je te disais, je reprends les éléments de l'image principale et je les décline un peu dans le contenu A+. Tu vois, tout ce qui est texte qui a pu être mis en français sur l'image principale, sur les images du listing, sur la version italienne, je reprends, mais je mets tout en italien avec l'idée qu'un Italien qui viendra sur la fiche produit verra des images en français, mais dès qu'il descendra un petit peu, il verra tout son contenu A+, en italien, et quelque part, tu peux faire passer énormément de messages. Donc, c'est vrai que c'est une utilisation... c'est heureusement qu'il y a le contenu A+, pour se développer en Europe, parce que grâce à lui, on peut vraiment être dans la langue des gens qui consultent la fiche produit. Oui, effectivement, oui. Et effectivement, pour tout de même souligner ça, c'est un truc intéressant, c'est que la marque, tu n'as pas besoin de l'avoir déposée sur l'Europe entière. Il suffit de l'avoir déposée en France et ça t'ouvre quand même les accès sur les plateformes européennes
pour le brand registry et le contenu A+. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ouais. Il y a une dernière chose par rapport au contenu A+. Tu vois, si tu vas sur l'Allemagne et que tu mets en ligne un contenu A+, tu vas aussi avoir la possibilité de le mettre en polonais, en tchèque. Enfin, il te demande la langue dans laquelle tu mets ton contenu A+, et tu peux créer du contenu A+, dans plusieurs langues. Alors, en Allemagne, c'est ces pays-là parce que c'est des pays limitrophes, et typiquement, moi, quand je suis en Hongrie, tu vois, tu peux tout commander sur Amazon Allemagne, t'es livré le lendemain. Donc, mais tu vois, tu peux mettre du contenu en hongrois, du contenu A+ en hongrois pour que les gens en Hongrie puissent directement avoir la page produit dans leur langue. Aux US, c'est l'espagnol. Tu peux mettre du contenu A+ en espagnol pour toute la communauté hispanique. Et donc, je l'ai pas encore fait parce que ça demande encore des tas de traductions, etc. J'ai pas encore regardé côté Suède si tu peux mettre du norvégien, du finlandais, etc. Mais voilà, il y a des possibilités pour localiser vraiment sa fiche produit. Et disons, tu vois, c'est presque une note que je me donne à moi-même. Je devrais le faire parce que 99% des vendeurs vont pas s'embêter. Alors, il y en a déjà plein des vendeurs chinois, typiquement, qui sont pas enregistrés au registre des marques, donc qui n'ont pas accès à ça. Et parmi les marques qui sont enregistrées, combien vont aller s'amuser à décliner en polonais, etc. Mais on peut se dire, s'il y a des Polonais qui font des recherches, etc., et bien, tombons sur une page en polonais, ça fera une différence, c'est clair. Et donc, voilà, il y a toujours moyen d'optimiser. En tout cas, là, il y a vraiment une dimension dans laquelle on peut aller pas mal optimiser ces fiches produits. Ouais, tout à fait. Oui. Ça me fait penser à une des fonctionnalités les plus intéressantes d'IntelliFox. C'est la gestion multi-marketplace, donc pan-européen. C'est qu'en fait, le même produit, tu vas pouvoir très facilement le gérer sur plusieurs marketplaces. Donc, comme je le disais, avec les mêmes images pour tous les produits. Mais par contre, pour tout ce qui va être description, bullet point et titre, tu vas pouvoir avoir la traduction automatique avec DeepL. Et c'est la manière la plus simple, on va dire, de vraiment prendre le contrôle des fiches produits sur les autres plateformes sans avoir à basculer de plateforme en plateforme, d'aller éditer les produits un à un. Et c'est quelque chose dont je suis assez fier et qui marche vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et notamment pour tout ce qui va être aussi référencement naturel dans des langues que tu connais pas, avec traduction des mots-clés, avec tout. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et qui marche plutôt pas mal. Ouais, donc qui permet de déployer partout en Europe sa fiche produit sur toutes les marketplaces. D'accord, mais justement, on arrive à la fin de l'interview. Justement, on va parler d'IntelliFox. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus pour les gens qui n'en auraient jamais entendu parler? Je pense qu'on a évoqué pas mal de fonctionnalités, pas mal de choses, mais est-ce que tu pourrais expliquer, dire à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, dans quel cas c'est utile, etc. Oui, avec grand plaisir. Moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais essayer d'être concis. Ouais, c'est effectivement ça. C'est simple. De tout ce qu'on a parlé, tout ce dont on a parlé, IntelliFox, il va permettre d'assister les vendeurs pour rendre ça le plus simple possible. Et donc, tout ce qui va toucher à la fiche produit, c'est le cœur de métier vraiment d'IntelliFox. Et là, c'est moi vraiment pour aider des gens qui n'ont aucune connaissance technique à créer la fiche produit qui va être la plus percutante possible, qui va convertir le mieux, avec tous les outils nécessaires pour créer les images, mais aussi pour créer les textes. Donc au niveau des images, il y a tout ce qu'il faut pour prendre le contrôle de photos. Je parlais de détourage automatique. Donc ça, on prend une photo avec un fond tout à fait normal, on la met dans le logiciel et ça enlève automatiquement le fond. Ça, c'est très pratique derrière pour mettre le produit sur l'image principale ou sur le mettre en situation. J'ai même un client qui a intégré un bracelet à un mec qui bricolait, donc depuis le logiciel, grâce au détourage. Donc ça, c'est très cool et les utilisateurs apprécient pouvoir créer des montages eux-mêmes, que ce soit facile à utiliser. En plus, il y a des modèles prédéfinis qui te permettent d'avoir ce que tu évoquais, qui est important, une cohérence entre les différentes images, avoir la même police, les mêmes types de graphismes. Donc toute cette partie-là, c'est vraiment conçu pour. Et pour tout ce qui va être texte, ça va être tout le référencement naturel avec des suggestions de mots-clés pour apparaître plus souvent dans les résultats de recherche, être trouvé plus souvent. Ça, c'est la première étape quand tu construis une fiche produit, c'est vraiment de réfléchir aux mots-clés. Et là, avec IntelliFox, tu as des suggestions de mots-clés qui vont venir drainer ce qu'on appelle la longue traîne. Donc, toutes les recherches annexes qui vont venir faire apparaître ton produit. Tu vas faire des ventes un jour sur
milkshake chocolat, tu savais pas que c'était un mot-clé qui pouvait vendre ton produit, mais grâce à ce genre d'outils, IntelliFox qui suggère des mots-clés comme Liam 10, Jungle Scout et d'autres produits, et ben tu récupères ces ventes-là et c'est intéressant. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié en construisant IntelliFox, c'est d'avoir un environnement dans lequel tu travailles et à la fin, tu cliques sur publier et ça part sur Amazon. Et c'est vraiment ce côté que je trouve confortable. Et une fois que tu as goûté à l'édition de fiches produits avec IntelliFox, t'as pas vraiment envie de faire autrement. Et moi, j'ai des retours de clients qui me motivent énormément et je suis extrêmement heureux de travailler pour eux. Il y en a pour qui j'ai pris un truc qui était du chinois total et je l'ai rendu juste intelligible. Et voilà. Donc, il y a tout ce côté fiche produit. C'est le premier focus d'IntelliFox, mais il y a aussi des extensions qui à la fois sont déjà présentes et qui arrivent dans le futur. Donc, j'ai évoqué le pan-européen. Et il y a aussi le calcul de marge en fonction de tes coûts. Définir tes différents prix, ton prix minimal, par exemple, ton prix à partir duquel en dessous, tu perds de l'argent, au-dessus, tu gagnes de l'argent. Et de définir tes différents prix à différents niveaux de marge pour bien se planifier une stratégie gagnante. Il y a ça. Et j'ai envie de dire, c'est un produit qui évolue en permanence, que moi, je passe énormément de temps à faire du service client avec mes utilisateurs, donc à discuter avec eux, à comprendre leurs problématiques, à discuter sur d'autres endroits pour comprendre qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Et donc, il y a des choses qui sont assez évidentes. Tout ce qui va être suivi des ventes, optimisation des publicités, c'est des choses qui viendront dans le futur. Voilà, c'est un produit dont je suis très fier, que je suis très content qu'il puisse aider autant de monde. Et comme je disais, moi, c'est un truc qui me passionne. C'est assez rare que le matin, je me réveille pas avec pas une idée, mais ça occupe mon esprit la nuit, quoi. C'est ça le truc. C'est IntelliFox. Ouais. Ah, mais je comprends très bien le type d'obsession qu'un entrepreneur peut avoir pour son projet, pour son bébé. C'est top. Et puis, cette énergie, ça se voit forcément au niveau du support que les gens reçouvent, au niveau de l'attention qu'ils ont quand ils parlent de fonctionnalités. Et donc, c'est toujours sympa de pouvoir, comme ça, voir, tu vois, on en parlait, qu'il y a quelqu'un derrière le projet, que c'est pas juste une équipe, tu vois, sans visage. Et super. Alors, pour les gens qui seraient intéressés pour en savoir plus sur IntelliFox, où est-ce qu'on peut les envoyer? Comment est-ce qu'on peut te contacter, tout ça? Alors, je dirais qu'il y a deux endroits principaux où me retrouver. Il y a la chaîne YouTube IntelliFox, donc c'est youtube.com/IntelliFox, où je fais souvent des vidéos, ou soit des cas d'utilisation, soit des nouvelles fonctionnalités. C'est vraiment mon canal principal de communication. Alors, à la différence de tous les autres logiciels pour vendre sur Amazon, moi, c'est tout en français, parce que le logiciel est français et qu'à vrai dire, pour l'instant, il n'y a que des utilisateurs français. Donc, c'est vraiment un truc important. Et pour tes auditeurs, j'ai aussi préparé une offre spéciale pour accéder à IntelliFox avec des conditions avantageuses. Donc ça, c'est sur intellifox.net/JAMZ. Vous connaissez bien JAMZ. Et de là, voilà, vous aurez accès à une offre avantageuse pour IntelliFox, sachant qu'il y a il y a 21 jours d'essai gratuits pour l'instant. Donc, je ne sais pas si ça va évoluer dans le temps, mais 21 jours pour tester, il n'y a vraiment aucun risque. Et voilà, je vous invite vraiment à essayer ça si vous vendez sur Amazon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en sont déçus et c'est comprendre que derrière, c'est aussi un entrepreneur français qui fait ça à temps plein et qui est très heureux de vous aider sur Amazon. C'est top. Eh bien, je te remercie. Je mettrai bien sûr les liens vers IntelliFox, vers l'offre, vers ta chaîne YouTube en description du podcast. Il me reste à te remercier, Conrad, pour tout ce que tu as partagé, à te dire à très bientôt. Merci à toi, Sylvain. Merci beaucoup. Voilà pour l'épisode, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses par rapport à tout ce qui touche à la création de listings. Donc comme je viens de le dire, tous les liens, tout ce dont on a parlé, ça se trouve en description. Donc rendez-vous en description pour avoir plus d'infos. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye.